Bonjour tout le monde et bienvenue de Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD et comics en 2-3 minutes par titre avec une image pour, on va dire, représenter un petit peu le titre. Comme d'habitude, en description, il y a le timer de chacun des titres dont je vais parler si vous êtes vraiment intéressé par un titre en particulier. Et on commence tout de suite. On commence avec My Hero Academia tome 21, donc tome 21 qui fait suite au tome 20 avec un grosse mise en avant de Endeavor et alors de Falcon, du Faucon, enfin le deuxième ou numéro 2 ou 3 des super-héros japonais, donc une pointure, qui affronte un adversaire relativement costaud et dangereux. Donc c'est ce qui va sûrement commencer la prochaine saison de My Hero Academia. La 4 vient de commencer, mais là ça se passe vraiment bien après la saison 4. Et c'est le premier tiers, première moitié du tome. Et ensuite on passe sur un arc. Après avoir fait l'arc c'est pas Endeavor, c'est comment il s'appelle le méchant, enfin le Yakuza là, qui est actuellement dans la saison 4, qui était donc un arc plus super héroïque, où on sort de l'école. Et bien, comme d'habitude avec My Hero Academia, on revient sur un arc scolaire, avec cette fois une sorte de tournoi, enfin c'est un tournoi entre la classe des secondes A et B, donc la filière héroïque, qui vont s'affronter par équipe de 4 à chaque fois, donc ils sont 20, donc ouais, c'est 5 équipes de 4, qui vont s'affronter en 4 contre 4, avec le but c'est, vous êtes une équipe de héros et vous affrontez une équipe de méchants et vice versa en fait, donc le but c'est que les 4 équipes arrêtent les 4 équipes d'en face. Le police, le jeu du chat, c'est la police et le voleur, voilà. Sauf que c'est 2 policiers et 2 voleurs, sauf que les deux sont à la fois policiers et voleurs. Donc ils sont à la fois héros et vilains. Enfin, les héros en face c'est les vilains, et les vilains pour eux c'est des héros, et en face c'est les vilains. Voilà, c'est un peu le principe. Avec aussi le retour d'un personnage dont, alors j'ai oublié le nom, c'est celui qui a les pouvoirs de manipulation. Genre tu réponds à une de ses questions et il te contrôle, il revient. Et il va être mis à l'honneur dans ce tome là, enfin dans cet arc là, je sens qu'il va vraiment monter en puissance, en intéressement. Moi j'avais adoré ce personnage là dans l'arc du tournoi parce que je trouvais que son pouvoir était ultra utile, alors que le dit non ça sert pas, c'est pas un pouvoir de baston. Bande de cons. J'ai que beaucoup de gens disent mais attendez, il a un pouvoir mental, il arrive, il fait dis-moi la vérité, le mec il répond. Enfin, après ils expliquent un peu que son pouvoir a des nuances et que c'est plus compliqué que ça. Mais voilà, franchement un personnage qui a du potentiel, et l'arc je pense va être assez long parce que là on a fini la première manche. Il y a 5 matchs qui sont prévus, donc c'est-à-dire que là, on va avoir 4 matchs sur le prochain tome. Je pense qu'il va durer encore au moins 2 tomes cet arc-là. Et ouais, il est comme plutôt pas mal, pour l'instant ça commence bien, j'ai hâte de lire la suite. Isaac tome 7, alors je crois l'avoir dit pour le tome 6, j'ai dit que je pense que je vais attendre que la série avance. Et là je vais m'y tenir parce que je prends vraiment beaucoup moins de plaisir aujourd'hui qu'au début de la série à lire le titre et découvrir les tomes, parce que j'ai l'impression que ça avance pas des masses, j'ai l'impression qu'à chaque tome, j'ai l'impression que l'histoire du héros a pas avancé, et je suis très déçu. Pas du titre, parce que franchement je trouve que visuellement c'est très bien, le dessin est ouf, l'histoire est super, mais voilà, une histoire de vengeance, au bout de 7 tomes, ça a toujours pas avancé, il a juste croisé son adversaire, enfin son ennemi juré, ils se sont tapés dessus, ils sont pas revus. Au bout de 7 tomes quand même, je trouve que ça... J'aurais pensé que la série serait terminée depuis au moins le tome 7. Allez, si au tome 10 ça se termine, j'apprends que c'est terminé, je reprends la série, je finis. Mais si au tome 10 c'est toujours pas terminé, là je mets la série en pause et j'attendrai que ça se termine. Et je pense que je prendrai tous les tomes d'un coup pour me relire la série. Parce que je pense qu'elle est très bien en le lisant d'un coup, mais là, attendre tous les 3 mois pour voir qu'il se passe pas grand chose, je commence à être un peu mitigé et un peu déçu. Gigante tome 2, donc alors moi j'avais lu les scans de Gigante il y a un an et demi, et je m'étais arrêté à peu près à ce qui est dans ce tome là. Donc la fin du tome et le tome suivant pour moi ça sera de la totale découverte. Et c'est, alors déjà je crois que je l'avais dit dans ma vidéo sur Gigante au mois d'août, début septembre, fin août, c'était beaucoup plus verbeux que Gantz ou Last Hero Inuyashiki, et ce tome là confirme ça, enfin. Et dans cette lignée-là aussi, c'est très verbeux, il y a beaucoup de dialogues, c'est beaucoup moins fluide on va dire, enfin dans le sens fluide. Il y a beaucoup plus de lecture, donc forcément tu as beaucoup moins de mise en avant de l'action, ou même si la fin du tome mise un peu plus sur l'action, ce qui fait que quand on est habitué à l'Astero Inuyashiki où ça dépote beaucoup, c'est beaucoup de la mise en scène, donc forcément une fois que tu as vu la page, à part l'admirer pendant 10 minutes, tu passes à la page suivante. Il n'y a pas beaucoup de dialogue là, il y a beaucoup plus de dialogue, peut-être un reproche qu'on lui faisait souvent, et c'est vrai que des fois il y a beaucoup d'actions en mode Michael Bay et on parle pas beaucoup. Là il essaye de
beaucoup plus parler, mettre devant les personnages, même si alors le personnage principal, il est pas forcément insupportable, mais s'il te plaît, sors avec moi. S'il te plaît, il se lâchait, tu dis, mais petit con là, tu vas prendre une claque dans ta gueule là. Voilà, j'étais un peu comme ça. Et l'autre, elle se laisse faire, enfin là, la pauvre, mais ça rentre dans le personnage de Papiko, qui est une femme qui s'est toujours laissée faire et manipuler. Quand tu vois comment elle se comporte avec son petit copain, enfin le petit copain dans le tome 1, ben le héros, c'est pas qu'il lui fait le même procédé, mais tu sens qu'elle est fragile, on va dire psychologiquement, qu'elle va se laisser manipuler très facilement. Et bah, tu vois, il y a un gamin qui pleure, elle accepte de sortir avec lui, de 2 heures après coucher avec lui. Voilà, elle est très très facile à berner cette fille. Et je pense que c'est mon évolution va faire qu'elle va devenir une femme beaucoup plus forte. Je pense que la suite de la série va être dans ce délire-là. Il y a aussi des livres avec où elle devient une femme géante et elle affronte un kaiju, c'est génial aussi. C'est la grosse action, c'est stylé. Et la série va sûrement poursuivre là-dessus, mais je mise vraiment sur le développement de Papiko qui va un peu comme le personnage de Gantz, où c'était un petit con insupportable dans le tome 1, et au fur et à mesure il devient un héros, on va dire, appréciable. Bah, je pense que ça va être dans ce délire-là où c'est une fille, on va dire, facile entre guillemets, dans le sens où elle se fait manipuler, et que bah, quand l'évolution va évoluer, va évoluer dans l'histoire, elle va sûrement rompre avec le héros, et dans le sens, j'ai compris que t'es un petit con, tu te fous de ma gueule, casse-toi quoi. Je sens que ça va arriver un jour, voilà, je mise 1 € là-dessus. Atom The Beginning, tome 8, Atom c'est comme à chaque fois que je relis un tome, parce que enfin, je lis un tome, il se passe au moins 6 mois entre chaque tome, j'ai plus trop de souvenirs de ce qui s'est passé avant, à chaque fois je suis un peu perturbé, je suis obligé de relire un petit peu le petit résumé qu'il n'y a pas en fait, hein, donc il y a juste le résumé ici, donc je découvre à chaque fois, je redécouvre, j'essaie de me souvenir de ce qui s'est passé avant, là je me souviens du tournoi avec Ouren qui a pété un câble, mais il s'est passé d'autres choses avant, et donc faut vraiment que je relise la série pour le prochain tome, mais voilà, je fais ça pour plein de titres et je peux pas forcément tout relire d'un coup. Là, nos personnages principaux que sont Tenma et Oshinomizu, ils sont partis en Corée ou au Vietnam rencontrer une hackeuse qui s'appelle Pink. Voilà. En termes d'histoire, c'est toujours aussi sympathique. Là, en plus, il commence à y avoir des... Alors, il y a beaucoup de personnages qui font référence à l'univers de Tezuka. Comme on voit le grand-père de Oshinomizu qui ressemble à... s'y méprendre, c'est le même que le Oshinomizu de Astro Boy. Il y a le mec avec... il y a Shirohige, là, le moustache blanc, qui apparaît dans plein d'œuvres de Tezuka, qui est là. Et il raconte une histoire, avec le grand-père raconte une histoire, donc le grand-père Oshinomizu raconte une histoire, qu'il a plus ou moins rencontré Astro Boy dans le passé, qu'Astro Boy a voyagé dans le temps. Et je pense que ça va faire un lien avec la fin de l'atome, où je pense que c'est comme ils vont créer Astro Boy, je pense qu'au début Astro Boy va voyager dans le temps, rencontrer le vieux Oshinomizu, en pensant rencontrer celui de l'œuvre ici, enfin de Astro Boy, et voilà, je pense qu'on va avoir des explications sur ça, même si c'est clair et net que c'est Astro Boy de l'œuvre de Tezuka qui est apparu dans le flashback. Après, ouais, ça reste sympathique, mais il faut vraiment que je me relise la série pour être un peu plus... on va dire que ça reste dans ma tête, quoi. Parce que là, j'avoue que le tome 7 est sorti il y a pas mal de temps, donc forcément, c'est plus vraiment tout frais dans ma tête. La légende des héros de la galaxie, tome 7. Alors, ce tome fait le lien avec la saison 1, qui est sur ADN, ceux qui n'ont pas vu la saison 1 de la légende des héros de la galaxie, avec le petit mot allemand, enfin les 3 petits mots en allemand ou en latin, je sais plus. Alors ce tome-là fait un lien avec la saison 1, parce que dans la saison 1, si je me souviens bien, c'est le début, c'est une grosse bataille, tu comprends pas ce qui se passe, et après il y a le délire de Young Welly doit attaquer et conquérir, enfin prendre la forteresse de Iselhorn. Et ben dans ce tome-là, ça finit avec tu dois Young Welly attaquer et prendre le contrôle de la forteresse de Iselhorn. Et je trouve que heureusement que j'ai vu l'animé, parce qu'il y a des trucs qui sont très vite zappés. Par exemple, pour faire l'invasion de cette base, Young Willy fait appel à l'unité, et on sait pas trop dans le manga ils expliquent pas plus ce que c'est l'unité, peut-être que dans le prochain tome ils vont expliquer c'est quoi l'unité spéciale qu'il a utilisée, et dans l'animé ils ont expliqué dès le début que c'est des héritiers, enfin des descendants de gens qui ont quitté l'Empire, et qu'il y a des gens de cette unité qui se sont déjà barrés pour retourner dans l'Empire, donc c'était des espions. Et ils disent ouais, peut-être que l'actuel commandant c'est le 13e, c'est un chiffre porte-malheur, ça voudrait dire qu'en plus de la moitié des commandants de cette unité se sont barrés. Voilà, il y a tout un délire là-dessus qui n'a pas été dit dans ce tome-là, et j'avoue que j'ai fait oh c'est bizarre. Et alors en plus, alors après c'est subjectif, hein, j'aime pas du tout le look
du commandant, enfin du responsable de cette unité dans le manga. Dans l'anime, j'aime bien, il a une bonne bouille. Là, je suis pas fan pour l'instant, à voir avec la suite. Mais voilà, c'est toujours aussi bien, les héros de la galaxie, franchement super. Et donc, les prochains tomes vont adapter ce que je connais de l'anime, donc je connais un peu mieux, je vais pouvoir avoir une petite comparaison. Parce que peut-être que le manga est très fidèle à l'anime, enfin, fidèle au roman, et l'anime pas du tout. Et là, pour l'instant, j'avoue que j'étais un peu décontenancé. Et je pense que ceux qui ont vu l'anime des années 80-90, il doit être un petit... Alors, ça doit être pareil pour eux quand ils ont vu l'anime sur ADN, et peut-être pareil quand ils lisent le manga. À voir. Mais en tout cas, là, je vais pouvoir faire une comparaison avec l'anime sur ADN. On a parlé de la légende des héros de la galaxie, donc il serait temps de parler de The Legend of... pas Zelda, mais Arslan. Donc un autre manga qui date un autre roman de Hiroki Tanaka. Pour ceux qui l'ignorent, ce manga date un roman, et ce manga date un autre roman d'un même auteur. Donc il a écrit 2 romans, dont 2 genres totalement différents, un médiéval, space opéra, et c'est 2 très bons mangas. Roman, je ne sais pas, mais je pense que oui, parce que ce qui paraît, c'est des trucs de ouf au Japon. Donc Arslan, on est dans des trucs qu'on avait vu dans la saison 1 sur Wakanim, mais vraiment totalement différent. Par exemple, là on a le passage avec Étoile, enfin Arslan qui retrouve Étoile et qui découvre que c'est une fille. C'est très différent de l'anime, enfin de ce que je me souviens de l'anime. Il y a plein de passages totalement différents, mais ça reste toujours aussi bien Arslan. Moi j'adore lire ce manga quand ça sort, parce qu'on a vraiment un rythme très très lent. Et forcément, c'est pas forcément très facile de se souvenir de tout ce qui s'est passé avant. Là, on a vraiment un gros tome sur... Déjà, on a le début avec Jib qui quitte le groupe, mais pour aider Arslan, parce qu'il sait que ça va être un peu la merde. On a Étoile qui revient, on commence à voir des petits plans pour reconquérir la capitale de l'Empire de Pars. Voilà, je pense que les prochains tomes vont être épiques, et j'ai hâte de lire la suite. Shonen 7, tome 14. Putain, il était trop bien ce tome-là, il est super bien. On a la grosse baston entre les actuels Shonen 7 qui affrontent une bonne partie du groupe des Black Shonen. Les Black 7, je sais plus exactement, les grands méchants. Avec lui, putain, et son corps de taureau, mais franchement, il est impressionnant. On découvre aussi un petit peu la vérité, enfin, les personnages découvrent la vérité sur le mec au masque de crâne qui a plus ou moins, enfin, qui a tué, enfin, qui était là pour tuer le frère du héros. C'est Togo à 100% là, avec la fin du tome, c'est sûr et certain que c'est Togo. Si c'est pas lui, franchement, je sais pas qui c'est un personnage que je vais redécouvrir. Mais là, vu comment se termine le tome précédent, je mets ma main à couper que c'est Togo. Voilà, j'en dis pas plus. Et on a la grosse baston, la finale du Shonen 7. En même temps, il reste plus que 3 tomes, donc forcément, c'est bientôt la finale. Enfin, c'était la finale dans ce tome-là, avec les 2 frères sumo qui m'ont touché en fait. Peut-être je les voyais comme des grosses baraques à frites qui étaient sans émotion, qui étaient juste des gros gardes du corps. Finalement, ils sont quand même super intéressants avec leur histoire, qu'ils ont fait du sumotori, qu'ils ont été blessés, qu'ils ont dû arrêter, que leur maître il veut revenir. Leur maître qui est trop badass. Mais franchement, leur maître il impose la classe. Non, franchement, Shonen 7, ce tome-là, il était trop bien. Et il reste 3 tomes. Putain, et alors lui, ça va être un... Lui, c'est un sac à bière, je suis sûr qu'il va être dangereux. J'ai hâte de le voir se bastonner parce que lui, il doit être super violent. J'ai hâte de lire les prochains tomes, il reste 3 tomes, ça va être épique. C'est sûr et certain. On passe à du comics avec The Boys tome 2. Je me suis pris le tome 2 et quelques jours après, Amazon a annoncé la saison 2 était finie de réaliser. Il y a eu un spot qui est apparu, je ne l'ai pas vu. Et je préfère me lire le comics, comme ça d'ici que la saison 2 arrive, je pense que j'aurai terminé le comics. Il y a 6 tomes, donc là je suis au tome 2. Un tome marqué sur des événements qu'on a dans la saison 1, notamment il y a la scène de l'avion. On m'avait dit, elle est beaucoup plus poignante, violente dans le comics. Oui, parce qu'elle a des liens avec un événement historique américain qui s'est passé en 11 septembre. Mais je trouve quand même que dans la série, le fait que les personnages, enfin les héros aient de la bouteille, ça renforce encore plus ce côté des putains, mais qui sont totalement débiles. Alors que dans le comics, ils disent bien, c'était une de leurs premières missions. Donc on va dire que ça passe. Mais après, oui, il y a le côté, l'histoire des États-Unis qui est derrière, qui rend cette scène encore plus vénère. On a aussi, il y a un gros passage autour la parodie des X-Men dans The Boys, donc les G-Men.
qui sont des enfants qui ont été enlevés par un pédophile. Voilà, le professeur Xavier dedans c'est un pédophile qui entraîne des enfants à devenir eux-mêmes des pédophiles. Donc c'est un cercle de pédophiles, donc les X-Men c'est des putains de pédophiles entre eux. Ils s'enculent les uns les autres. C'est hyper glauque, c'est pas montré mais c'est dit que ouais il venait le soir, il nous violait et que en fait les autres qu'il avait entraînés au début ils faisaient pareil. Voilà, c'est une bonne confrérie de violeurs, de pédophiles, c'est génial. Voilà, The Boys, c'est franchement, ça nique tous les clichés des super-héros et franchement ça fout des claques partout, c'est super bien. J'adore ce tome là, ouais franchement il est super bien, le tome 1 était cool, le tome 2 reste dans la lignée. Le personnage de la légende aussi est très très bon. Et j'espère qu'on le verra dans la saison 2. J'espère qu'on verra la légende, j'espère qu'on verra les G-Men dans la saison 2 aussi, parce que franchement c'est un truc qui peut être énorme. Et on finit avec Midnight Tale tome 4, enfin volume 4, donc c'est le tome qui marque la fin de la saison 1 de cette série de sorcières dans notre histoire. C'est chez le label 619 et c'est super bien. Et ce 4e volume, putain il m'a foutu une claque. Très clairement il m'a foutu une giga claque. J'ai découvert ce titre avec le volume 3 parce que c'était un spécial Japon, j'étais curieux. Et je dis oh c'est quand même bien, j'aime bien l'univers qui a été créé, je veux voir ce qui a été fait avant. Et ce tome 4 c'est vraiment le fin de saison, c'est je comprends. En fait ça te fout des claques sur ce que tu as lu avant. Il y a plein d'histoires en fait. Alors le principe c'est qu'il y a plein de petites histoires qui n'ont aucun lien les uns avec les autres. Mais ce volume-là te fait des histoires qui ont des liens avec les précédentes histoires qui avaient plus ou moins des liens les uns avec les autres. Là on découvre les origines de personnages, qui a un impact sur d'autres personnages dans les autres numéros. Enfin franchement j'ai pas arrêté de prendre des claques dans ce volume 4. Sauf peut-être l'histoire au Canada que j'ai trouvé un peu moins intéressante, mais franchement le reste, l'histoire qui se passe en Californie, si je dis pas de conneries, avec la fille qui a les yeux bicolores, c'était épique, franchement la fin j'ai fait waouh attends c'est elle, et après on me dit ouais mais c'est ce personnage là, elle dit mais elle a peur dans toutes les histoires, c'est un truc de dingue, enfin franchement c'était trop bien, bien maîtrisé, franchement j'ai hâte de lire l'histoire, enfin de la saison 2 maintenant qui va arriver, un de ces 4 hein, mais franchement j'ai bien aimé, enfin j'ai beaucoup aimé, je sais que c'est Mathieu Bablet qui supervise un peu l'histoire, franchement l'univers d'United je le trouve énorme et super bien. Donc voilà, c'était ma vidéo, mes lectures, j'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez, commentez la vidéo. Et en description de cette vidéo, il y a mon Twitter, mon Instagram et mon Discord. Et moi je vous dis à plus, continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde.